Donc du coup, ça je le projette, mais celui-là me fait pas trop peur. Enfin, ça va être dur, hein, mais il fait moins peur quand même que la Diag. Tu vois, la Diag, vraiment, j'en ai les jambes coupées, rien que d'y penser. Et c'était vraiment ce centrage, tu vois, se recentrer sur soi-même, être en totale osmose dehors, en nature, et puis plus avoir les yeux rivés sur la montre et le chrono. Profiter. En fait, je suis des personnes qui courent très peu ou qui se mettent à courir et qui veulent participer à une course ou du moins qui se mettent un objectif mais qui est hyper pas réaliste, enfin tu vois, surréaliste, qui vont s'inscrire sur un 50-60 km. Moi je trouve ça dingue parce que moi-même pour passer sur une distance de 30 km j'ai peut-être mis 3 ans, tu vois. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Priska. Alors Priska, tu figures-toi que tu ne le sais peut-être pas, c'est même sûr que tu ne le sais pas, mais tu coches 2 cases de type d'invité qu'on me reproche de ne pas assez inviter. On me reproche de ne pas inviter assez de femmes et aussi assez de Bretons. Donc là, tu vois, je fais d'une pierre deux coups, comme on dit. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Est-ce que toi aussi également tu vas bien ? Eh ben écoute, moi ça va bien. Alors comme je te le disais juste avant en off, ma fille m'a fait une nuit assez pourrie là. Mais bon, ça va. Les jeux de la parentalité, tu vois. Exactement. C'est ça. Ça fait partie du jeu. Je respecte sans fin, sans limite tous les parents qui ont des jumeaux, des triplés, qui doivent se taper ça x2, x3. Oui, je pense que c'est pas simple, hein. Moi, ça va parce que mes 2 enfants maintenant sont un peu plus grands. De ce côté-là, je suis un peu plus tranquille, mais c'est vrai que quand tu fais des nuits compliquées, c'est pas évident derrière après, hein, d'enchaîner sur ta journée. Donc là, je te comprends totalement sur la fatigue que tu peux éprouver ce matin. Eh ben écoute. Ça va le faire. Ah oui. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui. Alors, du coup, je suis très heureuse de remplir ces 2 cases manquantes, hein, du coup, d'être une femme et bretonne. Alors moi, je suis traileuse et depuis peu ultra traileuse. Je commence à me mettre un petit peu sur du plus long. Je suis maman de 2 petits garçons, donc qui ont 5 et 7 ans. En couple depuis de très longues années maintenant avec Sébastien. Et puis sinon, je viens de monter mon entreprise de coaching privé. Donc, je suis éducateur sportif sur la région de Lamballe, en Côte-d'Armor. Et donc, je coach tout type de profil. Et notamment, je me suis un petit peu spécialisée en passant des petits modules supplémentaires sur l'activité physique adaptée. Donc, voilà, je prône le sport bien-être, le sport pour tous. Et en parallèle de cette activité, je fais également du e-coaching, donc des plans d'entraînement. Et d'ici peu, à la rentrée, je suis en train de monter une école de trail, méthode Seb Cornette, que tu as eu donc il y a peu dans un podcast aussi. Moins courir pour mieux courir. Donc c'est une école de trail qui prendra forme à la rentrée en septembre, qui comportera des créneaux pour les enfants et notamment aussi un créneau adulte. Voilà. Alors là, tu as été hyper vite sur toute ton histoire. On va faire un peu marche arrière. On va rentrer un petit peu dans les détails. Voilà, c'est ça. Allez, là, on a balayé un petit peu tous les sujets qu'on allait aborder, parce que du coup, ça m'a fait plein de questions à te poser. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Comme je te l'ai dit, moi, c'est totalement libre, on discute. Et alors, comment est-ce que tu en es venu à la pratique de la course à pied ? Alors moi j'étais comme tout le monde, j'ai fait la rencontre avec la course à pied avec les crosses du collège, tu vois. Je n'étais pas du tout dans l'athlétisme, je ne savais même pas que ça se pratiquait comme ça en fait. Je suis arrivée en 6e et on a eu ce fameux cross du collège
à effectuer. Alors moi j'avais un petit peu touché à tout étant gamine, tu sais, j'étais fait du poney, du judo, de la gym. Bref, je trouvais pas trop ce qui me convenait. Donc ce fameux cross débarque là et en fait j'avais 12 ans, hein, je dois faire deuxième ou troisième. Alors, bizarre, m'étais pas entraînée. Je me suis dit j'ai peut-être du coup quand même quelques facultés. J'ai continué comme ça 2 ans juste avec les crosses du collège et l'entraînement que pouvaient nous proposer si tu veux les professeurs d'EPS. Et après c'est un petit clin d'œil à Sandra Gouault qui est prof de sport sur la région lambalaise et rennaise, qui m'a détecté entre guillemets quand j'étais en quatrième et qui m'a rallié au LPA à Lamballe, au club d'athlé. Et suite à ça, j'ai fait 3-4 ans au LPA, puis j'ai arrêté parce que je suis partie en apprentissage. Ça a été les études du coup plutôt d'abord et le sport mis de côté. Et j'ai repris la pratique du coup aux alentours de 23-24 ans. Bon là plutôt pour mon plaisir, sans rejoindre de club au début. Et puis voilà, j'ai repris par des petites distances, comme beaucoup font, des 5-7 km en trail. Et petit à petit, j'ai augmenté. Et puis voilà, maintenant, je prépare des choses un peu plus longues. Pourquoi choisir d'augmenter les distances plutôt que d'améliorer des chronos? Alors, j'ai eu cette période où j'améliorais les chronos. Là, je trouvais que ça stagnait un petit peu. Alors, j'ai 32 ans, je suis pas très vieille, mais quand même, il y a un facteur physiologique qui rentre en compte à un moment donné. Et j'avais vraiment plutôt envie de alors pas performer parce que c'est pas le mot, mais en fait aller un petit peu plus loin enfin, un peu me prouver où c'est que je pouvais aller, où étaient mes limites. Où étaient mes limites physiques et psychiques, parce que du coup, on sait bien que dans le plus long, il y a tout le facteur mental qui rentre en compte. Et je me plais en fait à courir, je me plais en extérieur, je me plais à pas forcément avoir les yeux rivés sur ma montre, à profiter vraiment de la nature, tout simplement. Et donc, le seul moyen de profiter amplement de toute cette nature, c'était d'allonger un peu les distances et de passer du temps sur les sentiers. Donc en fait tout naturellement c'est venu tout seul à ce que j'allonge un peu plus les sorties, que je me mette sur des objectifs un peu plus longs, et je regrette pas du tout parce que j'adore cette discipline où c'est vraiment du coup un temps pour toi où tu te recentres sur toi-même pendant, je dis une bêtise, mais 7, 8 ou 9 heures, tout dépend de l'ultra, même beaucoup plus long pour certains, selon les distances qu'ils choisissent. Mais c'était vraiment ce centrage, tu vois, se recentrer sur soi-même, être en totale osmose dehors, en nature, et puis avoir les yeux rivés sur la montre et le chrono, profiter en fait. Donc voilà, tout naturellement, je préférais aller sur des distances un peu plus longues pour tout ça. C'est vrai que c'est un des arguments qu'on entend souvent sur le fait de pouvoir se ressourcer, se poser. Malgré la contrainte physique, tu vois, mais parce que bon, il faut quand même courir ou marcher. Mais en fait, on a tellement des vies à 2 millions à l'heure dans la vie quotidienne que même si ça reste du sport et que c'est pas simple, comme je venais de le dire, et ben le fait de te retrouver en pleine nature, dans les montagnes ou dans des lieux que tu connais moins ou même sur notre superbe côte bretonne, parce qu'on a largement de quoi faire chez nous, ouais, tu breaks complètement en fait. Du coup, voilà, moi ça me convenait bien en fait. Ah, c'est un moment pour soi, un moment pour se ressourcer, un moment où le plaisir est tout relatif, hein, parce que comme tu le dis, faut quand même courir, on souffre aussi un petit peu quand même, un petit peu ouais. beaucoup. Toi, tu dirais que tu éprouves du plaisir dans cette souffrance? Bah bien sûr. Alors sur le coup non, hein, je pense que je vais réagir comme beaucoup. Je me dis des fois mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'a pris en fait de me foutre cet objectif en tête là? Mais en fait après quand tu passes la ligne ou non, hein, parce que j'ai fait des offs aussi et je peux te dire que même les offs c'est peut-être encore davantage plus spectaculaire en termes d'émotion qu'une course que tu prépares depuis longtemps. Quand t'as des gens qui te suivent sur toute la course, enfin qui font partie de ton projet, c'est encore plus génial. Mais en fait, t'as toujours des moments, bien sûr, sur la course où tu te demandes vraiment ce que tu fais là, parce que tu souffres et que c'est dur et que mentalement il faut être costaud. Mais c'est toujours une réelle satisfaction quand t'as terminé ce que t'as entrepris, qui est un timing de mis ou non, hein, si tu t'es mis un objectif de temps ou non. Le fait de déjà juste passer la ligne et finir ce off, en fait, moi à chaque fois je suis grandement satisfaite. Et je pense que si tout le monde était content et satisfait de ce qu'il faisait avant déjà de regarder les fameux chronos, les places, tout ce qui va avec, je pense qu'il y aurait déjà moins de soucis. Il y aurait beaucoup plus les gens seraient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus épanouis que toujours cette solution là où il faut rentrer dans des cases, des chronos, des courses. Enfin voilà, moi qui a fait le off et le plus long, je trouve que du coup c'est complètement différent.
Ça, c'est un des bénéfices du confinement qui a remis Ouais, le off au goût du jour, parce que c'est le trail historique, hein, depuis tout le temps, des gens parcourent des sentiers, ils c'est appelaient pas ça. ça du trail, quoi, hein, mais Non. mmh et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser au fait qu'on note tout en ce moment. Tout est noté. Tu vois, tu vas au resto, tu notes. Tu vas dans un hôtel, tu notes. Faut donner une note à tout et rentrer dans une Ah ouais, case, trop ça. comme si on allait nous bientôt trailer avoir un nombre d'étoiles. Tu vois. Oh bah, tu sais qu'en soi, c'est un peu ça avec les fameuses cotes. Enfin, on y arrive gentiment en fait, hein. Et c'est un peu dommage. Après, je dénigre rien, mais ouais, on a peut-être oublié certaines bases en fait. Mais après, il faut aussi, à contrario, avoir quand même. Enfin, on est tous pareils. On peut pas dire qu'il y a que le off qui est top et il y a des gens peut-être qui l'entendent comme ça, mais on a quand même tous besoin de se retrouver sur la ligne de départ d'une course à un moment donné et de se regarder, de se toiser un petit peu et de se dire voilà, je vais essayer de faire mieux que mon voisin ou je vais. Enfin, c'est complètement humain comme expérience et comme ressenti et je pense que tout le monde est exactement pareil. Donc tu vois le off et tout c'est très bien, mais je pense aussi que de temps en temps une course quand même ça reste important et peut-être bénéfique quand même pour aussi se prouver des choses. Donc les deux sont bien, mais il faut faire attention. La barrière, elle est mince. Il faut faire attention après de pas rentrer dans une spirale où tu regardes, bah voilà, où tu fais vraiment attention qu'au chrono et où tu prends plus de plaisir dans ta pratique parce que quand tu es trop focus là-dessus, je pense qu'à un moment donné, tu te perds un peu, quoi. C'est ça. En fait, le trail et la course à pied en général, ce sont des sports qui sont ultra individuels, mais en même Ouais, temps, on se sert des autres pour s'améliorer soi-même. c'est ça. Justement grâce à ce petit challenge qu'on va avoir sur une course et qu'on peut difficilement retrouver sur un off. Sur un off, ouais, voilà, complètement. Mais bon, c'est deux choses à part, mais les deux sont complémentaires, je pense. Ça va Alors tu avec. vois là on a déjà on est déjà parti tu vois sur des sujets hyper intéressants. Euh, mais tu nous as dit que tu avais commencé la course à pied avec les crosses du collège. Je m'en souviens aussi de ces fameux crosses. C'était des moments épiques. Bah, ouais, moi j'adorais cette période-là en fait, tu vois, de novembre là où après vacances scolaires d'hiver là où t'enchaînais les crosses. Moi je me rappelle, c'est une petite anecdote, on va dériver 2 minutes, mais ça me fait toujours marrer quand j'y repense. Je me suis en troisième cassé le nez en fait, en pleine classe, on m'a fait un croche-patte pour rigoler, je tombe sur la tête, je me casse le nez. Et on me dit, ben tu vas pas pouvoir faire les crosses parce que ça tombait 3, 4 jours après. Et tu voyais une seule fille qui pleurait parce qu'elle pouvait pas participer et tout le monde qui voulait des dispenses parce que personne voulait les faire, hein. Donc, concrètement, les crosses du collège, c'était détesté. Et il y en avait une dans le fond de la classe qui chialait parce qu'elle avait pas le droit de les faire, bah c'était moi, tu vois. Et j'avais enfreint la règle même, je me rappelle, j'avais quand même participé. Mais voilà, tout ça pour dire que tout le monde cherchait à être dispensé de ce sport ingrat. Il y en avait une seule qui voulait absolument participer, tu vois, c'était moi. Donc moi, j'avais vraiment pris vachement de plaisir là-dedans. Mais je pense que ça a après, du coup, développé des facultés un peu plus tard sur certaines courses ou certains voilà. Mais moi j'adorais ces crosses, mais c'est vrai que pour beaucoup c'était un petit peu la misère, hein, pour être poli. Ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, souvent, enfin à cet âge-là, on se dit courir pour courir, à quoi bon? Autant courir après quelque chose, un Un ballon. ballon, Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Et du coup, donc la suite, tu nous as dit que tu avais augmenté progressivement les distances. Ça s'est fait très progressivement, ça s'est fait plutôt rapidement. Tu as... Très progressivement, alors très très progressivement. Ben moi justement, ce qui me sidère un peu à l'heure actuelle, c'est pareil, hein, je dénigre pas, c'est des faits de société, c'est la vie qui est faite comme ça. Mais maintenant, en fait, on trouve ça génial de faire du long. On trouve ça génial et on veut tous faire du long. Et du coup, ben des fois, j'ai rencontré des personnes qui courent très peu ou qui se mettent à courir et qui veulent participer à une course ou qui du moins qui se mettent un objectif mais qui est hyper pas réaliste, enfin tu vois surréaliste, qui vont s'inscrire sur un 50-60 km. Moi je trouve ça dingue parce que moi-même pour passer sur une distance de 30 km j'ai peut-être mis 3 ans, tu vois. J'ai vraiment été progressivement. Alors, je sais pas s'il y a des méthodes mieux que d'autres, mais en tout cas je pense que honnêtement il faut prendre son temps quand on veut augmenter de distance parce que physiologiquement quand même il se passe plein de choses dans ton corps. Et si tu veux courir
le plus longtemps possible, ou du moins être en forme le plus longtemps possible, je pense que t'as des choses à respecter. Et pour moi, courir, te préparer de 0 à 50 ou 60 ou 80, même, j'en vois certains en 6 mois, pour moi, c'est impossible. La nature humaine, elle est pas faite pour même pour ça. Comme ça, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps. C'est la progressivité qui t'emmène à faire des choses bien plus belles plus tard, pour moi. Ouais, puis j'en ai reçu des athlètes sur le podcast qui ont fait des trucs absolument dingues à moins de 25 ans, Voilà, des mais tant mieux, hein, 360 bornes. Il y en a, voilà, mais ça reste un peu à la marge, et c'est pas parce qu'il y en a que c'est c'est bien ça. de le faire En fait, et c'est que ça tellement nous correspond. démocratisé que tout le monde veut se lancer. Je comprends, hein, parce que c'est vrai que vu d'extérieur, ça paraît une discipline, bah, comme on disait, tu vois, la nature, tout ça. Ça séduit beaucoup de gens, mais il faut quand même savoir que c'est pas anodin d'enchaîner 100 kilomètres pour le corps. C'est pas anodin. La préparation en amont, elle est là pour ça, hein, pour te préparer. En fait, c'est pas anodin pour le corps, tout ça. Il faut savoir quand même que tu te fatigues énormément, qu'il y a plein de choses qui se passent physiologiquement, et que les répercussions, tu les as peut-être pas tout de suite. Mais les blessures, forcément, alors je dis pas à 100% qu'elles arriveront, mais il y a de fortes chances qu'à un moment T de ta vie, tu aies des gros coups de fatigue, des blessures qui auraient pas eu lieu d'être si tu avais eu un entraînement plus structuré, si tu avais pris du temps pour passer sur des distances. Après tout, une vie, c'est quand même long. Et voilà, comme tu dis, avant 25 ans, il y en a, et je pense qu'il y a des facteurs naturels qui interviennent là-dedans. Mais je pense vraiment, moi, je suis pour la progressivité et le tout doux, quoi. Il faut vraiment prendre le temps de passer sur des distances plus longues. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Ce que je me dis quand je reçois ce type de profil, et encore une fois, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Bien eux sûr. qui arrivent et Ouais. qui font ça, voilà, et qui restent en bonne santé pour l'instant. C'est quoi la suite, tu vois? Quand tu as déjà fait des courses, je sais pas, comme le Tour des Géants Oui, à c'est pas clair. 25 ans, enfin, c'est quoi, à 50 ans, tu fais 3 fois le tour du monde? Enfin, Oui, tu vois? c'est vrai, il y a ça aussi, hein. C'est vrai que en termes d'objectifs, bah, voilà, comme on disait, le long c'est bien, mais ouais, effectivement, si tu as fait tout avant 30 ans, ça va être tristoun un peu après, quoi. Mais après, voilà, je pense ils vont sûrement trouver, oui, ils vont sûrement se trouver d'autres objectifs, et c'est tant mieux. Mais oui, je pense qu'il faut prendre le temps, faut vraiment pas brûler les étapes. Mais après, voilà, comme je dis, ça reste qu'un point de vue personnel. Chacun est libre de faire comme il veut, et voilà, il y en a qui ont des facultés naturelles, hein, complètement, mais ouais, je pense qu'il faut prendre le temps. Parce que comme tu dis, après, quand tu as tout fait, qu'est-ce que tu fais plus tard? Il y a tellement de choses à faire que je pense on a largement le temps de préparer plein de choses tout le long d'une vie, quoi. D'ailleurs, notre idole à tous, Kylian Jornet, on est un peu la preuve, hein, de ce fait que qu'est-ce que tu fais après? Parce que tu vois, on a l'impression qu'il s'est un peu lassé, hein, de l'ultra, de la course Oui, à pied. Maintenant, ouais, il en vient à créer sa propre marque, tu vois? C'est ça, ses nouveaux objectifs. Heu, voilà. mmh, ouais, Oui, mais c'est sa tête ailleurs un peu, quoi. Il essaye de s'occuper, je pense. Même si sa marque va être sûrement géniale et tout ça. Mais ouais, ouais, il a fait énormément de choses. Et ça reste, comme on disait tout de suite, ça reste juste waouh, à nous d'extérieur, quand on est d'extérieur, qu'on voit tout ça, on peut être qu'admiratif. Mais entre le professionnalisme, parce que eux, c'est des pros, hein, quand même, et nous, en tant qu'amateurs, ben, il faut faire attention de pas tomber dans cette surcharge d'entraînement, dans ces objectifs toujours trop, comparé à nos vies qu'on peut entreprendre à côté, personnelles, professionnelles. Enfin voilà, tout ça c'est un équilibre, et des fois ça me fait peur quand j'en entends qui partent sur des choses très longues, et à pas trop faire bouger la balance dans le mauvais sens, tu vois. L'équilibre il est là, il faut faire attention quand même à qu'il n'y ait pas de déséquilibre, en fait, parce que ça peut très vite arriver derrière aussi. Donc c'est pour ça que voilà, progressivité, doucement mais sûrement. Et je pense que voilà, je pense que c'est mieux, mais ça reste qu'un point de vue après. Alors tu l'as dit, et j'en suis très content. Tu as dit tout à l'heure qu'on avait une très belle région, qui était la Bretagne, et avait des très beaux terrains de jeu pour s'entraîner. Oui, C'est une des missions de ce podcast, qui est de mettre en avant, la région Bretagne comme étant une terre, sportive et culturelle. oui, Hem, Malgré tout, on peut pas se voiler la face, ça attire moins que des courses en montagne. Hem,
comment est-ce que toi tu l'expliques? Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi à cette question de comment est-ce qu'on pourrait faire envie à ceux qui ne connaissent pas notre région de venir la découvrir? Euh, alors c'est vrai que moi je trouve que la Bretagne c'est terre de trail parce qu'on a quand même énormément c'est énormément varié au niveau des terrains. Et c'est vrai, comme tu dis, tout le monde ne le voit pas de cette façon. Alors que je prends l'exemple de deux ou trois super athlètes de la Team Scott qui avaient été invités sur le Ménestrail et qui avaient été étonnamment surpris du parcours parce que c'était jonché de relances. Alors c'était certes pas des montagnes, ils venaient plutôt des terrains montagneux. Et en fait, ils étaient vraiment surpris parce que ils en avaient chié. Ils l'avaient dit eux-mêmes à l'arrivée que en fait, c'est rempli de relances, c'est rempli de côtes, c'est très casse-pattes, on court tout le temps. Et je pense que c'est méconnu un petit peu pour ça. Nos terrains de jeu sont un peu méconnus. On vend beaucoup, beaucoup de courses montagnardes qui remplissent dès que les inscriptions sont ouvertes, c'est rempli. Je prends le cas des Templiers, l'UTMB. Enfin voilà, l'UTMB c'est encore différent, mais il y a beaucoup de courses où c'est énormément, il y a énormément de gens à aller dessus. Et ouais, comme tu dis, chez nous un peu moins. Alors est-ce que on propose peut-être pas assez alors pourtant, je rebondis sur ce que j'allais dire, mais en Côte-d'Armor, on est quand même un des départements en France à proposer le plus de courses, des courses hors stade. Mais est-ce que ça manque pas d'un ou deux beaux ultras qui feraient découvrir vraiment toute la côte bretonne, par exemple, parce que c'est vrai qu'après, nous, en ultra-trail, on en a quand même pas beaucoup en Bretagne. On a quand même du mi-long ou du long entre 60 et 80, par exemple, avec le West Trail Tour et tout ça. Mais en ultra, on n'en a pas beaucoup. Alors, est-ce que ce serait pas créer cet ultra en essayant vraiment de faire connaître la région et du coup, je rebondis parce que je pense à quelque chose là, mais du coup, essayer de faire connaître nos terres un petit peu par le biais d'un ultra qui n'aurait pas encore vu le jour et qui pourrait montrer un petit peu tout ce qu'on peut proposer en terrain. C'est pas évident comme question là ce que tu me poses. Ah, c'est un peu. Je pense que forcément les gens qui connaissent pas la Bretagne, quand ils viennent, je pense qu'après ils sont largement conquis parce que notre côte, elle est simplement, je vais faire un peu la chauvine là, mais elle est quand même juste dingue. Et en termes tu vas juste dire la vérité. C'est ça. Elle est quand même dingue. Et puis en termes de dénivelé et tout, quand même, quand tu fais le GR, je suis désolée, mais t'en as quand même bien plein les pattes, que tu sois sur un morceau de GR finistérien ou costarmoricain ou rennais. Enfin, rennais, je prends le cas du 35. Tu as quand même de quoi faire, quoi. Enfin, pour moi, voilà. Par le 56 où tu vas peut-être être un peu plus plat avec voilà tout ce qui est golf, mais sinon quand même, t'as de quoi t'amuser, je trouve. Je te rejoins sur le fait qu'il faut organiser des ultras pour faire venir les gens, parce que tu te déplaces pour faire des courses de très très longues, peux traverser la France pour aller faire un ultra, un peu moins pour aller faire un 20 km. Voilà, sauf si tu es dans le coin en vacances et que tu découvres qu'il y a ça et tu t'inscris par hasard. Ouais. Mais tu traverses pas la France pour aller faire un kilomètre. Si tu veux faire venir découvrir aux gens, il faut que tu fasses un ultra, il faut que les gens ils posent leur valise 3-4 jours, il faut qu'ils viennent découvrir comme on fait tous quand on fait un ultra, on part 3-4 jours, on visite un peu la région. Là je pense que c'est un petit peu le même principe, faut créer cet ultra et il faut que les gens puissent venir se déplacer, venir se loger proche du lieu de l'ultra et découvrir en même temps la splendeur de nos côtes et de notre terrain de jeu, quoi. C'est tout l'objectif du Grand Raid du Finistère. Voilà. Tu vois, quand j'ai dit tout à l'heure, je rebondis, je pense à quelque chose, mais je pense que c'est une excellente idée. Moi, on va en parler 2 minutes, mais je trouve que c'est une excellente idée. Donc, on en avait parlé un petit peu l'autre fois à la Vervrac, mais moi, cette année, je ne peux pas, mais j'espère très certainement un jour le faire. Je voudrais vraiment parce que je pense qu'il est waouh, il doit être décoiffant en termes de paysage et tout. Tu dois en prendre plein la vue et je pense que c'est pas les plus faciles non plus. Comme on disait, que le GR et toute notre côte qui est quand même loin d'être simple. Je pense que c'est une course qui a mérite d'être connue et reconnue une fois que tu auras lancé tout ça. Et j'espère un jour y participer. Mais pour moi, c'est une excellente idée. Alors, tu vois, cette course-là, moi, j'ai une vision d'elle qui n'accueillera jamais des centaines et des centaines de participants, mais plutôt une course du type hard rock ou qui reste un peu intimiste, avec peu de participants, mais qui donne envie quand même d'être couru.
parce que en fait, récemment, j'ai publié la carte des zones Natura 2000 et qui couvre le parcours, et en fait, c'est quasiment tout le parcours. Donc forcément, ces territoires-là, tu peux pas les faire entre guillemets piétiner par 8000 coureurs qui arrivent avec des bâtons. C'est pas possible, quoi. C'est clair. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais, moi je trouve que c'est encore mieux si tu arrives à tourner ça de cette manière-là, c'est encore plus beau et ça donne encore plus envie d'y participer. Donc voilà. Le bonheur est aussi dans la rareté. Hein. Ouais, c'est clair. C'est bon. Ouais. Ok, trop cool. Écoute, merci pour ton point de vue sur le sujet. Mais en tout cas, effectivement, moi j'invite tous les auditeurs qui sont jamais venus à venir découvrir notre belle terre. On va avancer un petit peu sur ton parcours. Du coup, tu as décidé de te reconvertir pour monter ton entreprise de coaching. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire cette transition pro ? Alors ça fait longtemps que j'étais sur ce projet-là, tu vois, il date de mes débuts où je suis repartie en course à pied, enfin vers 23-24 ans. J'avais déjà ce projet-là. Donc tu vois, c'est un projet quand même qui est long, j'en ai 32, ça fait 8 ans quand même que je réfléchissais à ça, à être dans le sport, parce que je prône le sport santé, le sport outdoor, parce que moi je suis surtout en extérieur. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec d'autres. Et puis c'était un petit peu compliqué à 23-24 ans parce que j'étais salariée, je pouvais pas partir de l'entreprise. Il y avait plein de projets personnels qui se mettaient derrière, notamment les enfants, la construction de la maison. Enfin bref, plein de choses qui parleront à beaucoup, je pense, quand j'en parle. Mais plein de choses qui fait que j'étais un petit peu coincée. Donc j'ai décidé de mettre d'abord la vie personnelle en avant. Donc je me suis occupée d'abord de ça. Et je pense que passé 30 ans, j'ai eu mes 30 ans et là, ça m'a fait un peu tilt. Je me suis dit, là, c'est vraiment il va vraiment falloir que je saute le pas parce qu'après, ça passe vite une vie et puis je veux pas avoir de regrets. Donc, on se lance. Donc, rupture conventionnelle à l'entreprise. Je reprends la route à Rennes et puis je vais à l'école et voilà, je me forme pendant 1 an au métier d'éducateur sportif. À côté de ça, je passe des modules plutôt, APA, activité physique adaptée, pour pouvoir encadrer un peu plus de monde. Et je me lance dans la foulée, quoi. Je passe mon diplôme en mars, je lance ma boîte fin mars. Donc, tu vois, en 3 semaines de temps, tout s'enchaîne. Et je le regrette pas du tout à l'heure actuelle. Parce que là, enfin, j'ai un métier où je suis épanouie, où je transmets mes savoirs, je pense le faire bien. J'ai créé énormément de liens. C'est un métier de lien aussi. T'es vraiment là pour être avec les gens, pour les accompagner dans leurs objectifs qui peuvent être complètement différents d'une personne à l'autre en plus. Et en fait, moi, je suis complètement épanouie depuis que je sais pas que je l'étais pas avant, mais professionnellement parlant, je l'étais pas. Et je regrette pas une seule seconde d'avoir franchi le cap. Et à tous ceux qui m'écoutent et qui des fois se posent beaucoup de questions, qui veulent tout simplement changer de métier et qu'osent pas parce qu'on a plein de choses derrière, on a plein de choses qui sont engagées dans la vie personnelle ou familiale, voilà, professionnelle. Faut pas hésiter. On n'a qu'une vie. Voilà. Il faut vraiment franchir le cap. Une fois qu'on l'a passé, après, on souffle beaucoup plus. Et voilà. Tous ceux qui m'entendent, qui veulent le faire, il faut foncer. Faut vraiment pas se poser de questions. Vous le regretterez pas après. Donc voilà. Je motive les gens, mais moi je regrette pas. C'était un beau tournant dans ma vie. Et puis même si derrière l'aventure ne se concrétise pas comme on l'avait imaginé, on aura fait des rencontres, appris des choses, et puis ce sera forcément bénéfique pour la suite. Ouais. T'as essayé au moins. Ça marche pas. Après, c'est sûr, des fois il y a des projets qui voient pas le jour. Mais t'essayes, t'avances, tu te donnes les moyens, tu essayes. C'est pas une solution pour moi. J'ai un tempérament aussi un peu de feu, mais c'est pas une solution de pas essayer, de s'apitoyer sur son sort et de rester dans sa case. On n'a qu'une seule vie, elle mérite d'être profitée. Il faut foncer, il faut vraiment essayer de se donner, toutes les cartes, mettre les cartes du bon côté. Et généralement, il n'y a pas de raison que ce soit un échec total quand on entreprend des choses. Donc, on en apprend toujours de toute manière. Ouais, bien sûr, un échec total, ce serait vraiment, ouais, il y a toujours des apprentissages en fait. Ouais, en fait, voilà, on ressort toujours plus grand qu'avant.
même s'il y a des échecs et que tout ne se fait pas comme on souhaite, parce que c'est la vie aussi, hein, tout ne peut pas être rose, mais on ressort toujours plus grand qu'avant. De toute façon, ça c'est une certitude. On fait jamais les choses pour rien. On en ressort toujours plus grand. On apprend toujours de nos erreurs. Donc voilà, il faut vraiment s'écouter. Si on a envie d'une chose, faut vraiment essayer de se donner les moyens. Voilà, je suis pour l'entrepreneuriat, mais il faut que les gens entreprennent. Ouais, je suis totalement aligné avec ça. En plus, on a tous des souhaits, des idées, des envies. Puis on dit, ah, ça, ce serait génial. Tout. Bah, vas-y, fais-le. Ouais. Il y a plein de gens qui s'endorment avec des super idées. C'est vraiment dommage. Parce que si tout le monde mettait à contribution toutes ces idées, je suis sûre qu'on vivrait encore dans un monde un peu plus différent sur plein de choses. Et parce on a tous de super bonnes idées qu'on n'ose pas mettre en œuvre. Et c'est dommage parce que il y a des très bonnes choses partout. Et je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux si tout le monde osait, en tout cas, partager ses idées et, tu vois, aller de l'avant, proposer des choses, créer des choses. Enfin voilà. Mais bon, après voilà, chacun a des tempéraments différents, a des façons de voir les choses. Mais ouais, je suis pour ça. Moi, faut que les gens ils se fassent confiance en fait, hein, tout simplement. Et tu vois, il y a des gens qui en sont incapables, tu vois, de faire cette action, de se lancer, tu vois, le lancement, Oui, comme quand tu vas courir, quoi. Il faut se lever de son canapé, faire le premier pas, et puis après, c'est parti. ouais, c'est clair. Tu vois, tu l'as dit que tu avais un tempérament un peu de feu dans l'action, etc. Mais tu dirais que ça vient d'où ce tempérament-là? Est-ce que ça a été dans ton éducation? Est-ce que c'est comme ça? Peut-être pour, tu vois, pour essayer Oui, de faire comprendre aux gens euh, qu'est-ce qui peut faire la différence pour se ouais, lancer. c'est un mélange. Alors, ça vient de l'éducation, je pense aussi. J'ai eu des parents très speed, hein. J'ai rarement été conditionnée dans un canapé à regarder la télé. Ça a toujours beaucoup bougé à la maison. Étant gamine, enfin, j'étais tout le temps dehors, moi. J'ai pas été quelqu'un qui a été enfermé. Donc, je pense que ça vient de ça. Puis après, il y a eu aussi des soucis personnels qui ont fait que tu te forges un caractère au bout d'un moment et que tu as vraiment envie de faire les choses pour toi. Voilà, moi, j'ai eu des faits de vie qui n'ont pas été simples avant et je pense que j'en ai fait un peu ma force à l'heure actuelle, on va dire. Je me sers beaucoup de ça maintenant pour prouver, alors pas aux autres, mais surtout à moi-même que je suis capable de faire des choses, choses qui, encore quelques années, j'aurais pas pu. Donc ça a été quand même aussi un travail sur soi. Et je pense que tout ce qui peut nous arriver en fait autour, et ben il faut essayer toujours, tu vois, je rejoins à ce que je disais tout de suite, mais il faut essayer d'en faire une force en fait et de pas s'apitoyer sur ce qui peut se passer parce qu'on vit tous des choses terribles à petite ou grande échelle, mais il faut essayer d'en faire une force et de se dire aussi que alors là je rebondis sur un autre truc, mais ça va avec. J'ai deux jambes, j'ai deux bras, j'ai ma tête, je peux faire des choses, je peux entreprendre des choses pour d'autres. Voilà, je profite aussi de cette chance que j'ai tous les matins de me dire je peux me lever, je peux faire des choses que d'autres pourraient peut-être pas. J'en fais une force en fait. Là, ça a été voilà une éducation, des parents vraiment toujours très speed, on bouge. Et des faits de vie qui font qu'aujourd'hui, je m'apitoierai pas sur mon sort, j'irai toujours de l'avant, je pense. Je suis comme ça, en fait, je suis faite comme ça. Mais voilà, en gros. Tu vois, c'est très, ça peut faire très bateau, très cliché de dire ça, Oui, surtout dans notre carrément. position de Français blancs de 30 ans qui ont tous ces deux bras, deux jambes. Tu vois, on a quand même, mais on a quand même énormément de chance et l'actualité Bah ouais, nous le prouve. c'est ça. Ma femme, elle n'arrête pas de. Et tu vois, ça, c'est un truc qui me ramène sur terre parfois, et je la remercie jamais assez de le faire. C'est une phrase problème de riche, tu vois. Quand tu te dis, tu commences à te plaindre un peu, et là, elle me balance problème de riche. Et là, tu te dis, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, bah ouais, ça se rejoint. Ça se rejoint. Non, mais c'est vrai que c'est cliché, t'as raison, quand on entend comme ça, un petit peu en extérieur, ouais, ça fait cliché, mais c'est vraiment la réalité, en fait. Moi, je me lève le matin, je me pose pas de questions, en fait, hein. J'y vais, ma journée, elle est établie, c'est comme ça, j'ai la chance d'entreprendre des choses, de faire des choses, je me sers de ça. Ouais, il y a des gens qui sont pas capables, et ça, c'est chacun aussi qui le conçoit, qui le vit, qui fait comme il peut, hein, surtout. Mais moi, tant que je peux, que j'ai ce tempérament qui peut m'aider à le faire, je le ferai de toute façon jusqu'au bout, jusqu'où mes idées me diront d'aller, je ferai quoi. De toute façon, ouais, je suis comme ça, hein, donc ce sera compliqué de faire autrement de toute manière.
Eh ben écoute, chers auditeurs, entreprenez, lancez-vous, Ouais, faites ce que vous avez envie de faire, ouais, bah ouais, tout en on a restant en bonne qu'une vie, santé évidemment. Mais bon. bien sûr. Bah, sans toucher à l'intégrité physique, bien sûr, ouais, bah on n'a qu'une vie, quoi. Ça a le mérite d'être, même si voilà, en fait, tu vois, je parlais de vie privée, mais on a tous des malheurs en fait, hein, à différents degrés, mais il nous arrive tous des choses dans la vie. Et c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais il y en a qui s'apitoieront, mais il faut vraiment essayer de se servir de ça. C'est encore des étapes bah voilà, qui nous tombent dessus, on n'avait pas forcément prévu. Mais il faut essayer de se servir de tout pour en faire une force en fait. Et ça paraît simple hein, quand je le dis, hein, mais ça l'est pas hein, forcément. Mais je pense que il faut puiser toute cette énergie là-dedans, dans tout ce que la vie nous apprend en fait. Il faut vraiment se servir de tout, des bonnes choses comme des mauvaises, parce que les mauvaises apportent aussi énormément de choses. Et se servir de tout ça pour créer une énergie positive et entreprendre encore une fois, enfin faire tout ce qu'on a envie de faire. Voilà. Il y a une phrase aussi que je me dis souvent et qui m'aide à relativiser, c'est que de toute façon, la vie est une suite de résolutions de problèmes. Et quand on n'en a pas, on en crée. Mmh. Et une fois que tu as compris et admis ça, eh ben ça passe tout de suite beaucoup mieux. Tu dis, bon, bah, je Ouais. résous celui-là, et puis après, je résoudrai le Non mais c'est suivant. ça, Et hein. le suivant. Chaque problème sa solution. C'est Non, mais ça. c'est exactement ça. Ouais, de toute façon, quand notre vie est trop plate, on se fait chier pour être poli, clairement. Donc, donc voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bas qui sont résolus, et t'as d'autres bas qui réarrivent, et des hauts dans tout ça aussi qui font que, voilà. Mais c'est la vie en fait, hein, complètement. La vie est une suite de choses qui se résolvent au fur et à mesure. Mais oui, il y a toujours des choses qui vont arriver. De toute façon, c'est le cycle qui est comme ça. Des choses positives comme négatives. De toute façon, c'est encore une fois l'équilibre. Pour avoir des choses positives, il faut qu'il y ait des choses négatives et inversement. La balance, elle s'établit comme ça. Donc t'as pas le choix en fait d'avoir des mauvaises choses et des bonnes choses, mais c'est ce qui crée ton équilibre. Donc il Et faut c'est ce faire qu'on retrouve aussi dans l'ultra. bah ouais, ouais, pas complètement là. Des fois, la balance, elle est un peu dure à rééquilibrer, mais bon, en soi, c'est exactement ça. Alors du coup, tu nous disais que tu faisais du coaching en ligne aussi. Comment ça se passe? Eh ben, écoute, c'est des plans d'entraînement. Donc là, c'est plutôt axé sur des coureurs, hein, du coup, coureurs trailer. On est sur du plan d'entraînement. Alors objectif ou non. Alors, quand je dis ça, c'est parce que j'ai un peu tout profil aussi, puis je catégorise pas. Il y a des gens qui vont contacter juste pour la reprise en course à pied, en fait, qui voilà voulaient se remettre, voulaient un accompagnement, comme d'autres qui ont des projets un peu plus fous et qui préparent de grandes courses. Donc j'essaye de les accompagner au mieux sur leur objectif, voilà, qu'ils soient à petite échelle ou à grande échelle. Euh, et voilà, il y a beaucoup de discussions en amont de ça. Et après, voilà, bah, le plan s'établit en e-coaching. On essaye de savoir régulièrement au téléphone, en mail, SMS. Enfin voilà, parce que le e-coaching, c'est pas évident. Il y a des gens qui sont capables d'être coachés à distance, d'autres non. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui peut ne pas, qui peut être coaché par quelqu'un qui ne le voit pas ou physiquement. C'est pas évident. Donc voilà, on essaye de faire au mieux. J'essaye d'accompagner voilà ces personnes-là, ben au mieux dans leur prépa. Et puis généralement, ça se passe plutôt bien. Mais ouais, je fais ça en plus, ouais. Parce que ça, c'est une des choses que je dis aux gens qui me posent des questions justement sur les moyens de s'entraîner. Il y a plein de manières de le faire. On peut s'entraîner avec un club dans notre ville. On peut s'entraîner Mhm. tout seul avec un plan d'entraînement qu'on a trouvé sur Internet. Si ça nous correspond, c'est OK. Voilà, On peut c'est s'entraîner pareil. avec un coach perso qui vient tous les jours avec nous. C'est OK aussi. Et il y a aussi ce moyen du coaching en ligne qui est en plus facilité par les moyens technologiques qu'on a Oui, aujourd'hui. oui, c'est Et si ça. ça nous correspond, c'est très bien, faut essayer. Voilà, mais comme tu vois, je l'ai dit juste avant, il y a des gens qui ne peuvent pas, et je l'entends très bien parce que, eh ben, on est en ligne, on est à distance, on voit pas la personne, c'est pas forcément évident. Mais comme tu dis, il y a des gens, bah voilà, il y a des gens, ça va leur correspondre parfaitement par rapport au style de vie qu'ils ont, et du coup, voilà, j'ai quand même quelques clients, bah ça leur correspond. Mais à contrario, j'ai aussi des gens, je prends le cas d'un monsieur, là, je pense à un monsieur, un client que j'accompagne vraiment, lui, par contre, avec lui, en course à pied toutes les semaines. On se donne rendez-vous, je fais la séance avec lui, parce que lui, il a vraiment besoin d'être boosté. Donc voilà, ça dépend les profils, en fait. Voilà, ça dépend les profils.
Exactement. Mais tester. Ouais, oui, hein, c'est que en testant qu'on sait si ça convient ou pas. Exactement. Alors en intro, tu as parlé de Seb Cornette. Oui. Effectivement, j'ai reçu Seb 2 fois. Il fait Oui. partie de ce cercle très fermé des gens qui sont passés 2 fois sur le podcast. Alors on salue Seb s'il nous écoute. Ouais. Et je suis sûr qu'il le fera d'ailleurs. Je pense aussi. Alors comment est-ce que tu en es venu à connaître l'école de trail et pourquoi avoir choisi cette méthode? Alors, du coup, moi, donc dans l'esprit où je voulais vivre de ma passion, mon métier, dans un petit coin de ma tête depuis, donc tu vois, ça fait 1 an que je me suis installée, j'ai toujours eu cette idée d'école de trail, parce que en parallèle de l'athlétisme, parce que moi, je voudrais vraiment travailler avec la FFA, chose qui est pas simple. Sébastien te le dira aussi. C'est pas simple de rallier le trail à l'athlé. Et c'est con, c'est complètement con, parce que en fait, on peut découvrir nous des enfants via l'école de trail, qui peut t'amener après à aller vers l'athlé et inversement. Et je pense que si on fonctionnerait main dans la main, ce serait beaucoup plus simple. Ça, c'était la petite aparté. Mais en gros, voilà, je voulais créer une école de trail pour dynamiser un petit peu déjà le secteur où je vis, puisque chez nous, en fait, on est en campagne et très clairement, si tu veux, les gamins d'office, ils vont au foot, quoi. Tu vois, tu les inscris au foot. Parce que moi, je suis à 15 km de Lamballe. Alors, Lamballe, il y a plein d'activités. Mais si tu veux, pour une raison de facilité, beaucoup de parents, quand même, mettent leurs gars au foot. Et je voulais proposer autre chose, en fait. Parce que le foot, c'est top, je dénigre pas. Mais il n'y a pas que ça. Et l'école de trail, en fait, elle est un petit peu méconnue. Puis quand tu dis école de trail, les gens, souvent, ils vont se dire, ah ouais, mais attends, on va courir pendant 1 heure, quoi. Et c'est tout. Pas du tout. En fait, ça là, on stigmatise un peu le truc, mais c'est pas du tout ça l'école de trail. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à rechercher sur Internet, à faire mes recherches. Effectivement, il y a plusieurs écoles de trail, mais moi, je voulais quelque chose de solide, de fiable, et donc en continuant de chercher un petit peu, je suis tombée sur le site de Seb Cornette et sa méthode. Donc je me suis un petit peu penchée sur la question, renseignée. J'ai vu qu'il bossait avec la clinique du coureur, donc tu vois, établissement fiable derrière, quand même un truc très sérieux. Donc je me suis dit, je les contacte, on voit bien, en plus hyper avenant, et je décide de passer le niveau 1 de l'école de trail, donc qui était à Lille le mois dernier. Donc là, je rencontre Sébastien, et puis en fait, révélation, quand je le rencontre, tout ce qu'il m'explique, je me rends compte que c'est un petit peu ma méthode déjà de fonctionnement en amont, donc je peux être que conquise. Donc du coup, ça m'a encore plus guidée dans l'envie de faire cette école. Et du coup, là, je passe le niveau 2 début septembre. Je suis labellisée dans la foulée et j'ouvre l'école du coup en septembre. Ce que j'aime bien dans la méthode de Seb Cornette, c'est comme je disais tout de suite, les gens vont pas courir pendant 1 heure bêtement, 1 heure ou 1 heure et demie. C'est vraiment, on va passer pas mal d'aspects. On va vraiment un petit peu se pencher sur toute la problématique du trail, qui n'est pas que simplement courir bêtement dans la nature pendant 1 heure. On va très bien mélanger la mobilité, la physio, les aspects cardio, le renforcement approprié au trail, les techniques de descente, de montée, enfin voilà, il y a ça englobe tout un tas de choses qui moi me parlaient. Et le but surtout de cette école de trail, c'est pas de créer des niveaux. Tu vois, ça c'est très attelé aussi. On te fait un test VMA au début et t'es catégorisé. Lui, il a 18, il va aller dans le groupe des 18. Lui, elle ou elle a 12, elle va être dans le groupe des 12. Et on en revient au nombre d'étoiles. Ouais, tu vois, voilà. En fait, on est déjà tout le temps dans des cases, dans la vie. Tout le temps, c'est comme ça. L'école élémentaire, les petits, il faut qu'ils sachent faire ça avant tel âge. Nous, au boulot, il faut on est tout le temps conditionnés, si tu veux. Et je me dis, en fait, les gens, si ils viennent encore le soir pour faire leur sport, qui sont encore conditionnés ou catégorisés, mais en fait, là, on marche sur la tête, tu vois. Donc, je voulais vraiment faire tomber les barrières. Et le but, Sébastien a dû sûrement en parler, c'est de créer des groupes complètement hétérogènes, en fait. Avoir Martine, 50 ans, qui va faire son premier 5 km parce que là, elle s'est mise à courir parce que voilà, ça la bottait. Et avoir je vais citer un nom, mais un Jérôme Lucas qui prépare un ultra et qui a besoin de perfectionner un petit peu sa technique de montée. Bon, même si je pense pas. Mais tu vois, en gros, c'est d'avoir l'ultra trailer qui est déjà bien chaud dans son entraînement et qui connaît bien les bases, et d'avoir quelqu'un de novice en fait, et de créer des groupes où on peut s'entraîner tous ensemble, où tout le monde y trouve son compte,
on part pas forcément courir 15 kilomètres et on empaume la moitié derrière parce que les gens suivent pas. Eh ben non, c'est pas ça. C'est vraiment de partir ensemble, de s'arrêter au moment de l'échauffement pour aller venir ponctuer avec de la mobilité. On repart tous ensemble. Enfin voilà. Au final, on court pas 15 bornes du tout, loin de là. On court pas beaucoup. D'ailleurs, c'est un peu sa méthode, hein, moins courir pour mieux courir. Mais par contre, on fait du travail de qualité et on peut bien sûr avoir toutes sortes de personnes, toutes sortes de profils pendant la séance, quoi. Et donc du coup, moi j'étais conquise, hein, parce que du coup, c'est clairement ce que je voulais mettre en place. Donc voilà pourquoi je me suis dirigée vers sa méthode et pas une autre. Et je pense qu'elle est top, sa méthode. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ça en mois de septembre. Mais alors, je vais peut-être te challenger un petit peu en disant ça, mais tout le monde sait courir. Il n'y a qu'à prendre une paire de baskets et puis allons-y, quoi. Ouais, tu penses vraiment? Je te repose la question. Penses-tu vraiment que tout le monde sache courir? Eh bien, moi, je pense pas, justement. Même si ça paraît con, hein, c'est clair, comme tu dis, on prend une paire de baskets, on y va. Et certainement que c'est la base et c'est comme ça qu'on démarre. Mais en fait, il y a plein de petites choses à connaître autour. Et si ces personnes-là savaient ça, je pense qu'il y aurait moins de blessures, il y aurait beaucoup plus d'encadrement et il y aurait moins de petits soucis derrière. Donc là, en fait, vraiment, j'invite les gens à venir découvrir. De toute façon, ça n'engage à rien. Le mois de septembre sera ouvert à tous en séance d'essai. Les gens viennent pas. Mais je veux créer un impact, en fait. Je veux prouver aux gens que ça a une utilité, de bien s'entraîner, de pas trop courir parce que en fait c'est pas forcément bon de courir de trop, qu'il y a ces fameuses charges de travail qu'il faut faire attention et oui effectivement ça s'apprend en fait, hein, de courir ça s'apprend, voilà. Mais c'était évidemment pour te faire rebondir sur ce sujet-là, mais en fait la course à pied a cette particularité d'être hyper accessible et c'est un peu son problème aussi, parce que quand tu je sais pas, tu vas aller faire du tir à l'arc, je sais pas, tu t'inscris dans un club et puis tu vas faire du tir à l'arc, quoi, et puis un gars qui est là qui t'apprend à te positionner, parce que effectivement tout le monde peut prendre un bâton, bien une corde entre les deux bouts et tirer une demi-flèche, tout le monde peut faire ça, mais pour bien le faire, faut être accompagné. Voilà, Pour il y a de la technique, on en vient à ce mot phare, mais c'est de la technique et c'est des choses à mettre en place pour que pour que tu te fatigues pas en course, que tu économises ta foulée, que tu aies moins d'impact au sol, que tu protèges tes articulations. Ça paraît, comme tu dis, c'est tellement accessible que quand ça en devient complexe, en fait, il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut mettre en place et qui font que tu es beaucoup plus confort sur une course, que tu souffres beaucoup moins, que tu vieilliras aussi beaucoup mieux au niveau des articulations. Et tout ça, en fait, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place via l'école de trail. Et donc voilà, j'espère que ça fonctionnera. Après, moi, je crois au projet. Je suis la seule en Côte d'Armor à proposer cette méthode Seb Cornette. Donc, il n'y a pas de raison que ça prenne pas. Ça prendra peut-être 1 ou 2 années, bien sûr. Mais je trouvais ça important de proposer ça et surtout de faire 2 groupes enfants parce que c'est petit aussi que tu peux déceler d'éventuels talents ou en tout cas de canaliser certaines personnes, certains enfants et ça se travaille dès tout petits et donc je trouvais ça hyper important d'avoir un groupe adulte bien sûr, mais d'avoir des groupes enfants aussi parce que voilà, ça le sport c'est quand même mieux que les jeux vidéo et que les écrans. Si nos enfants peuvent être dehors, je pense que c'est quelque chose de tellement bien que d'être à la maison. Donc si ça peut ouvrir des vocations et que j'arrive à avoir encore plus d'enfants avec des nouvelles disciplines en fait qui arrivent sur le terrain en proposant des choses nouvelles, ce sera le jackpot quoi. C'est dommage que tu sois un peu loin parce que je t'aurais bien envoyé mon fils. Ah ouais, je suis un petit peu loin, mais tu sais ça fleurit. Sébastien a dû te le dire, c'est en plein essor ça. Là, c'est parce que la méthode a été vraiment brevetée et mise au point. Enfin voilà, c'est sorti depuis 2020-2021, ça reste récent, mais je pense que ça va prendre de l'ampleur. Lui-même le disait. D'ici 2-3 ans, t'en verras un peu partout, je pense. Ça va monter en puissance et je le souhaite, j'espère vraiment, parce qu'il y en a pas beaucoup et c'est un super concept. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, t'en verras partout. Eh ben écoute, affaire à suivre. En tout cas, je te souhaite un très beau lancement de ce beau projet. Ouais, merci. Et je suis convaincu qu'il trouvera du beau monde à venir participer à ces beaux ateliers. En tout cas, ça va dans le bon sens tout ça, et c'est chouette. Oui, voilà, c'est ça. Faut essayer, comme on dit de toute façon. Voilà. Au moins, on aura tenté quelque chose. Si jamais
Ouais, mais j'y crois pas. Je suis sûre que ça va marcher. Donc voilà, on va pas s'attirer le mauvais œil, ça va fonctionner. Donc, Exactement. Euh, concernant ton année sportive, c'est quoi tes futurs objectifs? Alors, ça fait très longtemps, très longtemps, avant Covid. Depuis 2018, je commençais à me pencher sur la question de l'OTT, de l'Ouest Trail Tour. Et je pense que j'étais pas prête, en fait, avant, parce que autant il faut être prêt physiquement, mais je pense qu'il faut être prêt mentalement. Et j'y étais pas. Je pense que dans ma tête, ça avait pas assez mûri pour le faire. Donc, ça faisait un moment que je voulais le tenter. Donc, cette année, je suis dessus. Mais voilà, sans pression, je prends les courses comme elles viennent. Je fais pas, voilà, forcément, si je fais un bon résultat, c'est top, hein, on va pas se le cacher, mais je le prends un peu moins à cœur que j'aurais pu le prendre il y a 2-3 ans, avant Covid, tu vois. Le Covid a remis beaucoup de choses en place et en question. Et donc cette année, c'est le West Trail Tour. Donc du coup, prochaine étape, c'est Guerre-les-Dents le 5 juin. Et là, je sors de la Bervrac, on s'était croisés. Donc fin début avril. Voilà. Donc cette année, je me consacre vraiment qu'à l'OTT et l'année prochaine, il y aura d'autres petites choses de mise en place. On commence déjà à réfléchir à la saison prochaine. Alors pour tous ceux qui ne sont pas de Bretagne, le Challenge West Trail Tour, c'est un challenge de 7 courses en Bretagne qui sont espacées de 1 mois et demi, 2 mois environ. C'est ça. Et qui couvre toute la Bretagne. Il y a des courses dans chaque département et ça va de 45 à 63. Ouais, à 52 même, hein, le plus court maintenant. Ça... le Scorff peut-être il reste à 40. Ouais. Ah, Ouais. peut-être. Exact. Mais par contre, le temps sur le Scorff, qui est le plus court, est similaire au temps que les premiers mettent sur 50 et quelques, parce qu'il est un peu plus technique que les autres. Ouais. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, après, Guerre-les-Dents, je m'attends un petit peu à souffrir. Mais bon, voilà. Guerre-les-Dents, un sacré morceau aussi, qui est maintenant parmi les Golden Trail Series, National Series. Ouais. TTN, ouais, il est TTN, il est un autre donc Trail Tour National, Golden Trail, et il est OTT. Enfin, il est sur 3 labels, là. Donc, il y a beaucoup de monde cette année. Il va être prisé cette année. Ça va être compliqué de performer. Alors si, à sa propre échelle pour soi. Mais après, si on parle en termes de classement, il va y avoir beaucoup de monde à Guerre-les-Dents. Donc ça va être quand même compliqué aller chercher quelque chose de top. Mais c'est d'autant plus beau quand il y a pas mal de monde sur la ligne aussi. Hein, donc dans les deux cas, ça va être chouette. Ça va être une belle fête aussi, la Guerre-les-Dents. J'adore ce trail, même s'il est très dur. Très dur. C'est ça. Donc voilà pour les projets de cette année. Ça va être ce challenge-là, et puis on verra l'année prochaine pour d'autres choses. Quelle est la course qui te fait rêver? Qui me fait rêver? Alors, contrairement à beaucoup, moi, c'est pas du tout la diagonale. Ah, purée. Et ouais. Et non, je vais en décevoir du coup plus d'un, mais j'espère y aller un jour, hein, tu vois, mais plutôt déjà pour le Bourbon, pour faire 106, parce que moi, 170, ça me paraît... ça me paraît à la diagonale, hein, parce que je projette de faire l'ultramarin en 2024. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le tour du golfe du Morbihan dans le 56 et qui fait 170, mais c'est plat. Moi, je suis quand même plus issue d'athlée à la base, donc j'aime un peu moins les bosses. Donc, du coup, ça, je le projette, mais celui-là me fait pas trop peur. Enfin, ça va être dur, hein, mais il me fait moins peur quand même que la Diag. Tu vois, la Diag, vraiment, j'en ai les jambes coupées, rien que d'y penser. Donc pourquoi pas pour le 106, tu vois, mais pas autre chose. Sinon, alors je sais pas trop si je devrais en parler, mais j'aimerais et je projette de faire. Ce serait un off, tu vois, pas du tout une course qui me fait rêver. Mais Jérémy Dédoué a fait le Tour de Bretagne, le JR, et moi ce serait les Côtes d'Armor déjà, qui fait 420 km entre Les Ardrieux et Lancieux. Et ça déjà, moi ce serait mon rêve de le faire en une dizaine de jours, tu vois, un marathon par jour. Ouais, quand même, costaud. Voilà. Ouais. Et ça, c'est pareil, ça fait un moment que j'y pense. Faudrait le mettre en place un jour. Mais voilà, moi, ce serait plutôt ça qui me ferait rêver, qui me ferait kiffer, partager des moments avec les gens que j'aime, des potes qui viennent me suivre et essayer de le faire quand même en un temps, voilà, d'établir quand même un record, voilà, pour marquer le coup. Mais voilà, ce serait plutôt ça, moi, qui me ferait plaisir d'établir un record sur le GR, pas breton du coup, mais costarmoricain. Et le faire avec des gens que je kiffe. Ça, ce serait top.
Alors effectivement, ouais, j'avais suivi Jérémy, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qui montrait une partie de son parcours. Et en ce moment, il y a Captain Rémi. Je sais pas si tu connais J'ai entendu de nom. cet aventurier qui est en train de faire le GR34, mais dans l'autre sens. Du coup, il est parti de D'accord. Saint-Nazaire. Ok. Et je vais aller à sa rencontre aussi quand il va passer du côté de la presqu'île de Crozon. Ok. Excellent. Donc il y aura un épisode aussi sur le podcast. Ah, génial. Et lui, il est plutôt dans une démarche. Alors, je sais plus comment il appelle ça, un hymne à la lenteur, quelque chose comme ça, Ok. Je sais pas. où il va en marchant. Donc il va mettre un moment, je crois, pour faire la totalité du GR qui fait 2100 Ouais, km, ouais, je crois. c'est ça, ouais, c'est ça. Bah Ouais. ouais, mais c'est chouette. Bah moi, c'est plutôt ça qui me ferait vibrer les courses. Ben, on aura tous l'occasion d'en faire. On aura, enfin, tu vois, on peut se mettre l'objectif quand on souhaite, en fait. Qu'un truc comme ça, c'est plus une aventure humaine et, enfin, même si les courses, ça reste une aventure humaine, hein, c'est pas ça que je dis. Mais là, pour le coup, ça me ferait rêver de faire ce bout de GR là qui est déjà un beau morceau et voilà, moi je me le lance pas sur le breton parce que si tu veux j'ai une vie de famille et c'est compliqué de partir 3 mois. Les enfants sont beaucoup trop petits ou alors si je le fais ce serait dans 15 ans mais est-ce que j'aurais encore l'envie de le faire, tu vois? Donc je me dis si je pars déjà sur celui-là 420, ouais, c'est déjà pas mal. Je pense que ça peut déjà être un bel objectif, un beau morceau à faire. À Et faire à tu vois, suivre. je me suis mis aussi comme objectif de le faire, ce GR34 en totalité. Je commence à, tu vois, je mets quelques petites pièces pour préparer madame à ce que l'année prochaine. Ouais, parce que c'est une logistique là hein, quand même. Hein. Mais Oh là 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 là, Jérémy, je suis l'enfer. admiratrice de ce qu'il a fait. Hein. C'est waouh. Ah, Là, puis, toute l'admiration. moi, admiration pour sa femme aussi. Oui, ah oui, oui. Non, mais en fait, c'était là un staff, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Entre lui, entre ceux qui l'ont suivi, entre bah, sa femme, il venait d'être papa aussi, tout petit bébé. Tout ça, quoi, parce que faut savoir aussi que on va le dire vite fait, mais le trailer, il fait des choses, il entreprend plein de choses, c'est fou ce qu'il fait. Mais attention, derrière aussi, il y a cet aspect mental et cet aspect famille qui est très important. Moi, je parle là, en connaissance de cause, comme toi avec ta femme et tes enfants aussi. Mais ça, c'est vachement important quand ils te suivent derrière dans tes projets, quand ils t'accompagnent, quand ils sont OK sur les projets un peu fous que tu vas mettre en place, quand ils sont là, parce que c'est pas évident non plus pour eux. Quand tu, voilà, comme Jérémy qui part 2 mois courir tous les jours, nana, elle le suit. Moi, je trouve ça fou. Et ces gens-là aussi sont hyper importants. Dans tout projet que nous on met en place, nous les trailers, faut savoir que l'aspect famille derrière et amis est hyper important. Donc voilà, faut leur dire merci aussi à eux. Exactement, et c'est aussi ça l'intérêt de la trêve hivernale, de laisser souffler un peu sa famille de nos entraînements, de nos absences. Ça fait du bien aussi, la trêve hivernale pour ça, ou hivernale, ou un autre moment de l'année, mais Ou éternel, mais où était... ça dépend quand tu aimes courir. Bon, attention à pas faire trop de trêves, parce que ouais, après, c'est plus des trêves. Non, c'est clair. Non, on a eu une grosse trêve quand même qui a duré 2 ans avec les courses et tout. Donc maintenant que ça reprend un peu de vie, tout ça, on profite quand même. Mais c'est vrai que la famille, je pense que on leur en demande aussi quand même. Donc c'est important de savoir les remercier. Enfin, c'est important. Exactement. Ah, Voilà. il y a Roomba qui se lance. Ouais, j'ai un aspirateur robot, tu vois, il se met en Ouais. route, c'est bon, il est pas. Tu vois, j'ai reconnu le bruit parce que j'ai le même. Avant, j'avais le temps, mais tu vois, maintenant, on est obligé quand même de se mettre un peu sur la technologie. On n'a plus trop de temps pour. On est obligé d'investir dans les choses comme ça. Doudou, dou, Ouais. dou. Oula. Est-ce que toi aussi t'as essayé de mettre tes enfants dessus Non, non, mais moi, ils sont un peu lourds. Hein. Je suis pas sûre qu'ils roulent avec les enfants. Mais toi, par contre, ça t'a tenté, je pense, non? Oui, j'ai tenté parce que j'avais vu une vidéo, je sais plus, sur Facebook qui avait fait ça, et puis je me suis dit, ah, je vais essayer avec ma fille. Ça n'avait pas marché. Bon, bah, comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour clôturer notre échange? Non, dans l'ensemble, on a un petit peu évoqué tout. Non, on a quand même bien balayé, je pense.
Après, forcément, il va toujours me revenir quelque chose, ce sera trop tard. Mais là, tu vois, sur le qui-vive, je pense qu'on a parlé de tout. Après, voilà, s'il y a des gens, si ça a suscité des envies, si ça a suscité des prises de conscience, il y a pas de souci, tout le monde peut me contacter, je suis très ouverte sur tout. Voilà, sur question entraînement ou non, hein, voilà, je reste à la dispo de tous ceux qui souhaitent des infos supplémentaires. Comment on te contacte? Alors, j'ai une page Facebook professionnelle où c'est mon nom et mon prénom, donc Priska Erhard, EHRHARDT. J'ai un compte Instagram et sinon, j'ai mon numéro de téléphone que je peux te donner et que tu peux mettre sur le... Je mettrai tout ça dans la description. Ouais, il y a pas de souci, on peut me contacter aussi directement par téléphone, il n'y a pas aucun problème. Par mail, le téléphone, réseau... Pas de problème. Top. Eh ben écoute, merci beaucoup Priska pour ton temps. Merci beaucoup pour aussi avoir répondu à toutes mes questions, même si des fois elles étaient un petit peu taquines. Non, ça a été sympa hein, quand même. Ouais, ça va. Y a pas de souci. Eh ben écoute, je te souhaite une très bonne journée. Je vais suivre avec attention le développement de ton école de trail et puis je te dis à très très bientôt et au plus tard à l'année prochaine sur le Grand Raid du Finistère si j'ai bien compris. Ouais. Écoute, oui, on va essayer de mettre ça en place. Y a pas de souci. Je te souhaite également une bonne journée et puis on va essayer de profiter du soleil. Yes, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!